1326, à Panéeux. Brouillon, à Bois-Brouillon, la Cascade. La Faberge, lieu des forges. Uliec, Ollier, lieu de fabrique des pots, mais aussi Pétrus de Ferrius d'Ollier en 1280, au XIIIe siècle, Ulier. La Goutte, marécage. Le Poste, un lieu planté d'arbres. La Forêt. Le Chai, ou le Chier, gros rocher. La Perrière, terrain pierreux. Les places, avec un arbre central, les croix sont très présentes au cœur du village et des hameaux. C'était un lieu d'échange. Croix en pierre, les plus anciennes. Croix avec un socle gravé. Croix de fer puis de fonte. Elles se multiplient au XIXe siècle. Elles protégeaient des habitants des épidémies, de la famine. Nous les trouvons aussi à la croisée des chemins. C'est un village voué à l'agriculture, polyculture et élevage. Son climat est doux, beaucoup plus clément que celui des villages alentours. Son climat est doux, beaucoup plus clément que celui des villages alentours, et il permet la culture des fruits et des légumes. Jusqu'à un passé récent, les paysans vendaient sur les marchés des communes voisines. Lumière. Ils font passe de belles dans les jardins. Le jardinier est amoureux. Dans son carré, la roquette fume du souci. Sans souci, elle a compris. Le jardinier est amoureux. Sa binette est remisée, son arrosoir abandonné. Aurait-il la cosse ce matin? Se disent les haricots pas très fins. Ah, il ne crie plus la victoire, ces phénomènes de foire. À la rosée tombée, il devait les cueillir. Il en passe pour une autre. Chuchotent les tomates, fraîchement arrivées de Berne et de Crimée. La cerisette brun de muguet en rougit même de contrariété. Violet, les artichauts sont sidérés et n'ont plus le cœur à paumer. Sous son turban, le giromon transpire. Quand viendra-t-il me rafraîchir? Et moi donc, dit le galeux tout boutonneux, à Ésine, j'étais soigné autrement mieux. Le jardinier est amoureux. La mâche n'est pas semée, les salsifis pas éclaircis. Pour Colmar et pour Nantes, la carotte se fait la valise. Elle n'en peut plus qu'il la méprise. Elle d'habitude s'y dorlotait. Les chicorées sont dépités. Nous ne reviendrons pas de sitôt, murmure celle de Vérone et celle de Bordeaux. Et moi donc, ronchonne une troisième, être né à Anjou et tomber dans ce trou. Le jardinier est amoureux. Le céleri goguenard fait un clin d'œil aux épinards. C'est monstrueux, c'est matador, c'est tétragone de bazar. Eux s'esbaudissent, eux se gondolent de voir les fraises qui s'affolent et qui se plaignent au poireau. Si c'est comme ça, dit la marin, je m'en vais retourner dans les bois. Le jardinier est amoureux. C'est finalement la paresseuse, cette grosse blonde du jardinier très entiché qui le raconte. C'est pour cette lady, cette godiva, cette matrone potironne qui chaque jour se ratatine, qui n'a plus de voix. Pour une diva, parler d'une guigne, que notre ami se désespère. De soins, il entoure sa commère et nous ignore. Quel ingrat! Il a même dit au coccinelle de soigner sa demoiselle et d'engloutir les pucerons qui troubleraient sa floraison. À nous, purin d'ortie, et son odeur, et la prêle, quelle horreur! Le jardinier est amoureux. Le potager est en émoi, et lui ne le voit pas. Les pentes des coteaux, bien exposées, permettent la culture de la vigne.
nous pouvons voir des restes de vignes et de vergers, des pêchers de vignes avec leurs fruits à peau jaune très duveteuse et chair rouge autour du noyau. En 1885, le phylloxéra ravage le vignoble et les vignerons, à partir de cette date, obtiennent des subventions pour le traitement des vignes. Nous pouvons noter que tous les propriétaires agricoles de la commune possédaient un lopin de vigne. En 1893, la vigne représentait 8 hectares. En 1947, de terribles orages ont modifié le paysage. Les coteaux ont été ravinés. Certains paysans ont remonté la terre à dos d'homme afin de reconstruire leurs parcelles de vignes. Mais beaucoup de vignes ont disparu. Cette agriculture a perduré jusqu'au milieu du XXe siècle. La chasse et la pêche dans les ruisseaux de Chenereille, truites et écrevisses, et la cueillette de champignons apportent un complément à cette agriculture. Pour traverser le village, les routes départementales ont modifié le tracé des chemins existants. La RD 16 venant de Saint-Marcelin et la RD 109 venant de Saint-Bonnet-le-Château se rejoignent au lieu dit les Croix-Blanches. La voie de grande circulation 109 devait, à partir des Croix-Blanches, relier Chenereille à Boissé-Saint-Priest par l'actuel chemin de Beau. Aujourd'hui, nous retrouvons la RD 109 reliant Boissé-Saint-Priest à Saint-Georges-Hauteville. Si les hameaux de Chenereille communiquent entre eux et avec le village par des chemins, de nos jours, les routes menant au hameau se terminent en cul-de-sac et se poursuivent par des chemins. Nous retrouvons dans les délibérations des conseils municipaux des éléments qui permettent de situer le passage du chemin de grande circulation 109 dans le bourg, vers 1914, avec la séparation de terrain, actuellement maison de Pérard. En novembre 1914, nous retrouvons dans les délibérations du Conseil des ventes de terrain pour la construction du chemin de grande circulation 109 du bourg au chemin des Combes. Les hameaux du Liec et de Brouilloux étaient reliés au chemin 109 au niveau de la Goutte pour rejoindre Charbonnières et Luriec. Nous pouvons imaginer que le tracé actuel du chemin 109 date des années 1925-1930. Pour le tracé du chemin 16 reliant le pied de la côte au bourg de Chenereille, les travaux ont été faits en plusieurs étapes en partant du pied de la côte. Vers 1938, le tronçon pied de la côte à Lézieux était fait. En 1948, le tronçon à Lézieux-les Croix-Blanches était envisagé, mais non encore réalisé. À cette époque, c'était des chemins de grande circulation, ils étaient empierrés, mais non goudronnés. Nous pouvons penser que le village avait de l'importance dès le XIIe siècle, puisqu'il possédait une église romane, certainement à l'emplacement des maisons Sinardet et Dumont, anciennement Boulanger-Fort et Marcel Roche. Elle fut détruite car trop petite et trop sombre. 2 colonnes et chapiteaux représentant des personnages ont été conservés dans le jardin de la cure. Ils sont actuellement dans l'église de Marolles de chaque côté du chœur. L'église actuelle a été édifiée en 1869 dans un style gothique par un architecte réputé de Saint-Étienne, Boisson. Il récupère les arcs et la double entrée et les nervures de l'abside. Par économie, les piliers sont réalisés en briques. Ils donnent une note de couleur à l'édifice. Le vitrail du martyr de Saint-Symphorien, dans la chapelle de gauche, fut réalisé par les célèbres maîtres verriers de la région, les Mauvernais, père et fils. Son étrangeté réside dans le fait de ne pouvoir voir les détails qu'avec de bonnes jumelles. Le vitrail reprend le thème du célèbre tableau d'Inde peint dans la cathédrale d'Autun. En 1833, la loi Guizot établit un enseignement primaire à la charge de l'État et de l'Église. L'Église est réticente car il y a obligation de former les maîtres. En 1842, la commune construit une école mairie sur un terrain de la place communale, une salle de classe de garçons, une salle municipale et un appartement pour l'instituteur. En 1905, cette maison est vendue à M. Fournier, actuellement maison Herzig.
En 1867, Chenereil est doté d'une école de filles, l'école des Sœurs, grâce à un don de Jacques Cessier, ancien maire de la commune, et de son épouse Jeanne Bory. Le don d'un terrain, la quinquaine, avec petite construction, à charge de la commune de construire une école et de rémunérer les sœurs en charge de l'enseignement. En 1879, d'importants travaux sont entrepris dans les deux écoles. En 1879, création des écoles normales. 1881, école publique gratuite. 1882, école obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans. En 1889, après les lois Ferry, une école laïque de filles est créée. Une institutrice publique et diplômée en assure l'enseignement. L'école de filles s'installe dans une salle du château de Chenereil, mise à disposition de la mairie par M. Dugas, son propriétaire. Les maisons qui ont hébergé les écoles, Maison Herzig, l'école des garçons, le château, école des filles, maison de la Pilloute, l'école des sœurs. La commune rachète le terrain aux descendants de la famille Cessier-Bory pour construire les écoles. Entre 1904 et 1907, les bâtiments actuels sont construits. Une salle de classe pour les filles, 2 salles de classe pour les garçons, 2 appartements pour les enseignants et une salle pour la mairie, 2 préaux, 2 cours et 2 sanitaires. En 1900, le village compte 620 habitants, 70 garçons et 35 filles fréquentent l'école laïque. De nombreux commerces et professions en plus des paysans. La Grande Guerre a tué 32 jeunes gens du village. Si à partir de 1900, la population commence lentement à décroître, en 1950, le village comptait 300 habitants et restait très vivant. La vie du village en 1950. Madame et M. Chazot, puis Madame et M. Audin ont assuré l'enseignement des enfants, les dames pour les plus jeunes et les messieurs pour les enfants jusqu'au certificat d'études primaires 14 ans. Si les filles et les garçons étaient ensemble en classe, dans la cour, ils étaient séparés. Une cour pour les filles et une cour pour les garçons. Plusieurs d'entre eux ont été premiers du canton au certificat d'études. L'instituteur était également secrétaire de mairie. Les salles de classe étaient chauffées par 2 poêles à bois et à charbon. Joséphine Payon les nettoyait tous les jours et les garnissait de petits bois la veille pour le lendemain. Elle balayait les salles de classe. Le père Peignet fut le dernier résident de la cure. Il y avait la messe tous les jours et 2 messes le dimanche, dont la messe est chantée à 10 heures. Les messes étaient animées par une chorale. Une dizaine de jeunes filles et jeunes femmes accompagnées à l'harmonium par Francine Porcher puis Arlette Planin. On chante Joseph Bory intervenait lors des enterrements et des grandes célébrations. Une procession à la Madone de la Garenne est organisée chaque 15 août. Jacques Hivert sonnait des cloches lors des messes et des enterrements. Lors d'un décès, le premier jour, il sonnait l'âge du défunt, autant de coups de cloche que d'années. Le deuxième jour, il sonnait la cloche des morts. Il a sonné des cloches le jour de ses 80 ans en 1951. Vers la fin du 19e siècle, Antoine Besson de son lit sonnait l'Angélus grâce à un astucieux montage de son cru. En 1990, lors de travaux
intérieure de l'église. Les statues font un voyage en 2 chevaux jusqu'au château. Il y avait 3 épiceries. Combray, Fournier, Maison Herzig, un casino chez la Pilloute et sa mère, la Casinotte, la plus importante du village. 5 cafés ouverts tous les jours. Fournier, aussi épicier, Fort, aussi boulanger, Ferraton, Henri, la Pilloute et sa mère, la Casinotte, aussi épicière. Il y avait également la coopérative agricole tenue par Louise Pellardi au Chai. On y trouvait de tout. Limonade, pierre, semences, élevage, pâtes, sabots, savon. On pouvait commander des matériaux, du sable, du ciment, des engrais. Le boulanger, Jean-Louis Fort, faisait le pain tous les jours. Des brioches pour les grandes occasions, des pâtés au poire pour la fête de la Batoule. Le cordonnier, Jacques Hubert, réparait les chaussures et confectionnait des lacets de cuir. Le menuisier charpentier, Antoine Payon, fabriquait aussi des cercueils. Les maçons, Joannès Montet et Jacques Besson. Ce dernier a réalisé le socle de la croix du cimetière en 1952. J'y étais. Le coiffeur Royer à la Faberge et le coiffeur Massy s'installaient au bourg à la Bonne-Saison. Le cantonnier Mathieu Tissier, qui arpentait les chemins et les places avec sa brouette. Le plâtrier peintre André Crépet. Les bénistes Étienne Robert. Le facteur Pierre Palipon faisait ses tournées à pied, en vélo, puis en mobilette. Il habitait La Roche. L'horloger, on voyait passer. L'horloger, on voyait passer un homme vêtu d'un grand manteau noir qui portait une caisse en bois sur le dos. C'était l'horloger. On le surnommait le Dorifort. La plupart exerçaient plusieurs métiers. Il n'y avait pas le réseau d'eau. Les habitants puisaient l'eau dans les puits et les sources. La cabine téléphonique était chez la Pilloute. Quand il y avait un message, la Pilloute activait une clochette. Qui sonnait chez la famille Besson, qui portait les télégrammes aux personnes concernées. Les fermes, petites exploitations, les plus importantes possédaient des bœufs, voire un cheval. Un garde champêtre, Daniel Martial, a pour mission la protection du domaine rural. Il exerce des tâches de police rurale aux côtés des gendarmes. Il assiste certains gardes spécialisés, pêche, chasse, bois et forêt. Il tirait aussi les fusées anti-grève. Le pater, de temps en temps, on le voyait passer sur son vélo. Il criait « Pater, peau de lapin !» Les 2 sacoches chargées de peau de lapin. L'alambic. Antoine Saillant de Saint-Marcelin installait son alambic sur la place tout l'hiver. Le fougas. De Mardi Gras, un grand fougas au milieu de la place. Les enfants étaient déguisés. Marius Fournier criait en patois derrière ses volets clos « Gare à l'Indogne !» qui veut dire Gare aux États-Unis. les anciens allaient boire un verre dans les cafés. La vogue, le dernier dimanche d'août, on dansait chez Ferraton, chez Bory, dans la grange à côté du foin, on fumait. Heureusement, il n'y a jamais eu d'incendie. 2 accordéonistes animaient les soirées, Denis Planète et Marius Wood. Jusqu'en 1950, il y avait 1 ou 2 manèges installés. Chaque mercredi, un quart
avec une remorque partait pour Sury-Fontal. On y allait vendre les fromages, les œufs, le beurre, les veaux et autres bêtes. Parfois, la remorque était pleine. Les chevreaux et autres petits animaux étaient transportés dans le car. Même les veaux étaient transportés dans le car. Le vendredi, c'était marché à Saint-Bonnet-de-Château, le car Payon et les cars Tabar en alternance. On y vendait beurre, fromage, œufs, fruits et légumes et même des fleurs. Les marchandises étaient transportées sur le toit du car. Une semaine sur deux, car Payon partait sur Saint-Étienne. On pouvait prendre le train Avalanche pour aller à Saint-Étienne. C'était la gare la plus près du village, la plus proche, 4 km 500. Le village aujourd'hui. La courbe de la population a chuté tout au long du XXe siècle, atteignant son point le plus bas en 1975 avec 209 habitants. Et dans les années 1990, seulement 9 enfants à l'école du village. Nous avons évité la fermeture de justesse. Dès 2000, la population a augmenté afin d'atteindre aujourd'hui 522 habitants. Cela s'explique par quelques constructions, par la réhabilitation de certains locaux, mais aussi par la transformation de résidences secondaires en maisons principales et l'arrivée de nombreuses jeunes familles. 66 enfants fréquentent l'école de 3 classes et 35 d'entre eux manquent à la cantine. Si la façade du bâtiment école-mairie a peu évolué, l'intérieur et l'arrière du bâtiment se sont transformés. En 1999-2000, la salle de la mairie a été rénovée. L'appartement de l'enseignant s'est transformé, avec l'ajout des greniers, en 2 appartements locatifs communaux. En 1997, la cantine fut créée suite à une enquête auprès des habitants. En 2003, une nouvelle amélioration avec l'ouverture de la classe maternelle. En 2010, l'ouverture d'une 3e classe a nécessité de repenser les locaux scolaires et la cantine. Un agrandissement conséquent, 2 salles pour l'école, des toilettes intérieures, il y avait seulement des toilettes extérieures, une salle de cantine avec local de plonge. En 1839, l'ancien cimetière voit le jour. En 1900, 2 petits nourrissons sont décédés dans le village. En leur mémoire, leur nourrice a fait planter 2 cyprès sur leur tombe. On peut encore les voir aujourd'hui. En 1951, c'est le nouveau cimetière. Puis, en 2017, un columbarium est installé dans l'ancien cimetière. En 1986, sous l'ère Audin, le village s'est doté d'une salle des fêtes, local préfabriqué, récupéré au lycée Claude Lebois de Saint-Chamond. Puis, le bâtiment étant vétuste, il a été démoli par des bénévoles et des élus et remplacé par le bâtiment actuel en 2008 grâce aux legs de Mme Claudia Montet, dite la Piluie. En 2014, un local pour l'employé communal. Le réseau d'eau potable est mis en place dans les années 60. Toutes les habitations de la commune sont actuellement raccordées, y compris celle du pied de la côte par le biais du réseau de Saint-Martin. La plupart des hameaux sont équipés de stations d'épuration en lit planté de roseaux, réalisées entre 1998 et 2019. Une table d'orientation installée au-dessus des réservoirs, un arboretum voit le jour sur une variante du GR3. Le village ne s'est pas endormi. Si la commune a perdu avec la modification du paysage agricole de nombreux paysans,
Elle reste une commune rurale où l'activité agricole a une grande place. On dénombre 4 exploitations principales: élevage et production de lait et de produits laitiers. L'artisanat se développe. Un carrossier, un plombier, un électricien, un carreleur, 2 menuisiers charpentiers, un restaurateur commerce multiservice, des paysagistes, des maçons. La vie du village est intense grâce au dynamisme de ses habitants et de sa dizaine d'associations. Depuis toujours, les habitants de Chênereille désignent le village par Chênereille de Bélieu, pour ne pas le confondre avec d'autres villages ou lieux-dits portant le même nom. Aucune explication n'a été trouvée. Mais le nom Bélieu signifie beau lieu, mais aussi nouveau château, nouveau village, nouveau lieu. Ces 2 significations peuvent très bien correspondre au village. Situation avec une très belle vue, et aussi nouveau château, après la construction de l'actuel château, suite à la maison forte de la Page. L'école de Chênereille porte le nom de l'école des chênes de Bélieu, nom choisi par les habitants. Le conseil municipal des jeunes a, après enquête auprès des habitants, donné un nom aux villageois, les Chênereilloises et les Chênereillois. Et maintenant, ce sera l'histoire du château.